Chers compatriotes, nous sommes à 10 jours de l'élection présidentielle et je voudrais partager ces quelques réflexions avec vous. Bien que le processus électoral soit complètement vicié, l'avenir de notre nation sera encore en jeu ce 18 octobre 2020. Il est donc important qu'on puisse faire la part des choses et comprendre les véritables enjeux de cette élection. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour faire le meilleur choix. Ce que nous devons comprendre d'abord, c'est que nous devons éviter de nous comporter comme si nous étions déjà au deuxième tour. C'est une élection à 2 tours et c'est le premier tour qui va se jouer ce 18 octobre. Il faut éviter donc, durant cette phase, de réduire cette compétition à 2 camps seulement. Le meilleur antidote à la fraude, c'est d'ouvrir le jeu aux autres candidats dans la course et les mettre dans une position avantageuse. Quiconque a bien suivi une course cycliste, le Tour de France par exemple, ou d'athlétisme, où les membres d'une équipe se déploient stratégiquement pour aider un coéquipier à remporter la course, sait parfaitement de quoi il s'agit. Mais il n'est pas question de laisser Alpha Condé se qualifier pour le 2e tour. Si vous avez remarqué, lui et ses partisans parlent de coup KO. C'est dire que pour eux, c'est une élection à un seul tour qu'ils comptent bien gagner face à l'adversaire idéal. Les dictateurs qui trichent les élections n'acceptent plus d'aller au second tour, trop risqué pour eux. C'est pourquoi ils parlent tous maintenant de coup KO. Ne l'acceptons pas. Vous aurez remarqué qu'il y a 3 ou 4 candidats qui peuvent contrecarrer leur plan. Outre Cellou Dalein Diallo, il y a Ibrahima Abbé Sylla, Dr Makele Traoré et Ousmane Kaba. Tous les 3 ont été ciblés dans une campagne de dénigrement et d'acharnement très vicieuse. On a dit aux électeurs malinqués de ne pas voter pour Ousmane Kaba, car le faire serait voter pour Cellou Dalein. On a attaqué Abbé Sylla sur son programme économique et sur le fait qu'il aurait fait campagne pour Alpha Condé en 2015. Maintenant, on accuse Dr Makele Traoré d'avoir détourné la contribution financière de l'homme d'affaires KPC à la campagne d'Alpha Condé en 2010. Qu'à cela ne tienne. Nous connaissons la raison de ces attaques. Ces 3-là peuvent l'empêcher de faire son coup KO et d'émerger au sorti du premier tour. C'est pourquoi nous devons les soutenir et ne pas nous laisser distraire. L'autre enjeu de cette élection est de savoir ce que nous voulons pour notre pays et dans quelle direction nous voulons l'amener. Si nous voulons que notre pays se développe et que les Guinéens connaissent enfin un niveau de vie assez élevé, nous devons choisir un candidat qui peut drainer avec lui les investissements directs étrangers. Et à mon avis, Abbé Sylla est le candidat qui répond le mieux à ce profil. Je ne dis pas cela uniquement parce que Abbé est mon ami et frère, mais aussi et surtout parce qu'il a été le premier homme d'affaires à vouloir réaliser un projet d'électrification avec des capitaux américains. Abbé a essayé de mettre en place ce projet au cours des années 1986-87, mais il a été saboté et mis en échec par des individus tapis dans l'ombre qui voulaient se remplir les poches en mettant en avant des projets moins viables. Abbé ne m'a jamais dit qui étaient ces personnes,
Mais je puis m'en rendre compte, puisque j'avais suivi comment ce projet avait été monté, comment il avait recruté le personnel guinéen, africain et américain, hautement qualifié, comment le montage financier avait été fait et les visites de terrain en Guinée qui avaient été effectuées. J'avais suivi tout cela et regretté qu'il n'y ait pas eu une issue heureuse. Car non seulement cette question du courant ne serait plus à l'ordre du jour aujourd'hui, mais cela aurait été le début d'une infusion massive de capitaux américains dans l'économie guinéenne. Ceux qui ont fait capoter ce projet en porteront la lourde responsabilité devant l'histoire. Aujourd'hui, ce sont les mêmes, camouflés au sein du système, qui nous parlent de capitaux chinois, d'investissements turcs ou russes. Or, moi, je ne connais aucun pays que la Chine, la Turquie ou la Russie ont aidé à sortir du sous-développement. Je ne connais aucun cas où il y a eu un transfert de technologie, transfert de richesse ou assistance à la création d'emplois entre ces pays-là et un autre pays tiers en quête d'un développement durable. Ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis, qui ont aidé de nombreux pays à se hisser au rang de pays riches ou à reconstruire leur économie. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne en Europe après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong en Asie, les Émirats arabes unis, Dubaï, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar dans le Golfe Persique. Tous ces pays-là ont bénéficié d'un influx massif de capitaux américains à travers les investissements directs étrangers. Même la Chine a bénéficié de la délocalisation des entreprises américaines vers son sol, où elles ont contribué à créer de nombreux emplois. Si on prend le cas de la France, qui est notre puissance colonisatrice, on verra qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, le gouvernement français a dû signer un accord avec les États-Unis pour effacer une grande partie de sa dette. C'est grâce à cet accord, appelé l'accord Blum-Burns, que les États-Unis vont renoncer à plus de 2,8 milliards de la dette contractée par la France, tout en lui accordant un nouveau prêt de 650 millions de dollars. On a vu aussi comment les multinationales américaines, principalement les sociétés pétrolières, ont transformé les économies de Dubaï aux Émirats arabes unis, Riyad en Arabie saoudite, et comment les investissements américains ont favorisé l'industrialisation rapide de la Corée du Sud. Si je vous parle de tout cela, chers compatriotes, c'est parce qu'à un moment donné, les Américains ont bien voulu nous aider aussi. Mais dans le cadre de la Mano River Union, l'union du fleuve Mano, et avec des conditionnalités que nous avons été incapables de remplir. L'union du fleuve Mano tire son nom du fleuve Mano qui prend sa source sur les pentes du mont Nimba et sert ensuite de frontière entre le Libéria et la Sierra Leone. Elle a été créée en 1973 entre le Libéria et la Sierra Leone, et la Guinée a rejoint l'Union en 1980. Le but était de promouvoir la coopération économique et la libre circulation des biens et des personnes. Les Américains et les Occidentaux ont vite compris
que le développement de la Guinée et de ses deux voisins ne pouvait se concevoir en dehors de l'union du fleuve Mano. En Afrique de l'Ouest, ces trois pays présentaient la caractéristique de n'être pas membres du précaré français. La Sierra Leone, ancienne colonie britannique, et le Libéria, créés par d'anciens esclaves affranchis, sont des pays anglophones. La Guinée, en 1958, avait déclaré suivre sa propre voie et ne faisait plus partie de la sphère d'influence économique française. C'était donc un bon exemple de coopération et d'intégration économique. Mais le Libéria et la Sierra Leone furent malheureusement plongés dans des guerres civiles atroces par la faute d'une classe politique corrompue et irresponsable. Ces guerres civiles ne prirent fin que vers 2003 et, conscient des enjeux, un sommet de haut niveau réunira les présidents Lansana Conté, Ahmed Tidiane Kaba et Guy Bryant le 20 mai 2004 pour relancer l'Union. Le gouvernement ivoirien du président Laurent Gbagbo, en quête de nouvelles alliances, rejoindra l'Union le 15 mai 2008. En décembre 2008, le président Lansana Conté décède, laissant la place à une période d'incertitude et de remise en cause de plusieurs acquis. Depuis, l'union du fleuve Mano n'est qu'une union de façade, alors qu'elle aurait pu être un pôle d'attraction qui attire les capitaux américains et les entrepreneurs du monde entier. C'est avec ces trois pays, Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire, que la Guinée partage sa plus longue frontière et où une grande partie de son territoire reste enclavée. Les États-Unis avaient bâti à Conakry l'une de leurs plus grandes ambassades en Afrique de l'Ouest, dans l'anticipation de l'émergence d'une zone économique très importante au sein de l'Union du fleuve Mano. Mais les dirigeants guinéens n'ont jamais été capables de relever le défi. Ils se perdent en conjectures, dans des alliances et mésalliances, au lieu de chercher à satisfaire les conditionnalités. La Sierra Leone et le Libéria ont réussi à résoudre leurs problèmes et à se débarrasser de leurs démons. La paix règne et ils ont mis en place un mécanisme de transfert pacifique du pouvoir. Ils sont sur le bon chemin. En Guinée, Alpha Condé nous parle de troisième mandat et de coopération étroite avec la Chine et la Turquie. Or, on sait que ce que les Américains ont voulu faire dans l'espace Mano River, ils l'ont réalisé de l'autre côté, à l'est, dans la zone englobant le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, qui sont tous les trois sur la voie de l'émergence. Dans notre zone, on ne sait pas encore ce qu'on veut et où on va. Les autres ne vont pas nous attendre. Alors, chers compatriotes, chers frères et sœurs, ce 18 octobre 2020, débarrassons-nous de ces mauvais dirigeants. Il est temps d'envoyer Alpha Condé à la retraite. D'autres Guinéens sont capables de nous amener vers la prospérité et le bien-être. Votez Abessila, car qui connaît mieux que lui les milieux d'affaires américains? Qui mieux que lui peut nous aider à attirer les investissements directs étrangers qui aideront à créer des milliers d'emplois? À défaut, quelles que soient vos intentions, le 18 octobre,
ne votez surtout pas pour Alpha Condé. On doit lui rappeler que notre constitution ne prévoit que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.